Bonjour à tous, bienvenue donc à ce quatrième épisode d'un cycle de six. Je vous rappelle que le cycle construction intérieure est constitué de 6 webinaires et tous ces webinaires nous amèneront à un colloque au mois d'octobre. Donc, je suis Philippe Dresto, moi donc, je m'occupe de tout ce qui est, je suis directeur marketing en fait, de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir. Je suis heureux de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de ce travail. Donc, vous vous souvenez, on a commencé nos travaux en travaillant sur l'usage. On l'a poursuivi au travers de la santé et du bien-être. La dernière fois, au mois de mai, on a travaillé l'esthétique et l'art du travail bien fait. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, en ce 4 juin, c'est la main et le numérique. Avec nous, comme de coutume, mon complice Philippe Simet. Alors, Philippe Simet, il n'a pas changé, il est toujours philosophe de la ville et de l'architecture. Il est enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Bonjour Philippe. Bonjour. À ses côtés, pour évoquer donc ce sujet du numérique, nous avons alors Emmanuelle Roux qui est en train de se connecter. Donc elle va pas tarder à nous rejoindre. On la présentera tout à l'heure. Nous avons Giuseppe Fellacara et Philippe Hamon. Alors, donc, bonjour à tous les trois, bientôt tous les quatre. Je vous présente rapidement, Giuseppe, vous êtes architecte, designer, professeur à l'Institut Polytechnique de Paris. Les Compagnons du Devoir, vous les connaissez bien pour les accueillir régulièrement tous les ans au sein de votre école. Et puis, Philippe Hamon, vous aussi, les Compagnons du Devoir, vous les connaissez bien pour en faire partie, puisque vous êtes compagnon menuisier, vous êtes chef de votre entreprise. Et ce sujet du numérique, c'est un sujet qui nous rapproche tous les trois, enfin tous les quatre, puisque on va pouvoir, au travers de vos expériences et de vos témoignages, comprendre en quoi ces sujets-là sont liés à ces constructions intérieures et à cette approche durable du chantier. Alors Philippe, alors c'est très compliqué aujourd'hui puisqu'on a 3 Philippe sur 5 intervenants. Donc Philippe Hamon, on va commencer l'échange avec vous, puisque quand on a travaillé un petit peu sur la préparation de ce rendez-vous, je me suis rapidement aperçu que votre expérience d'artisan, en fait, de chef d'entreprise, permet de positionner vraiment l'entreprise relativement aux enjeux du numérique. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, ce que je vous propose, Philippe, c'est de commencer par le début, c'est de nous présenter votre entreprise et puis quelques points d'histoire marquants, notamment avec cette bascule du numérique qui a marqué l'évolution de votre boîte. Donc bonjour à tous. Effectivement, je suis à mon compte comme artisan menuisier depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai toujours souhaité, depuis la création de l'entreprise, garder ce que je considère comme étant un petit peu l'origine du métier de menuisier, c'est-à-dire de fabriquer et d'installer chez les clients, enfin d'être maître de la production complète de A à Z. Et je me suis installé dans le début des années 2000 et à ce moment-là, on voyait fleurir à droite à gauche ce qu'on appelle des fenêtriers, là, donc des gens qui achètent, des poseurs de fenêtres, ce qu'on appelle ça. Et on voit dans notre métier qu'il y a beaucoup maintenant de menuisiers poseurs, mais moi, je voulais garder l'essence de mon métier avec de la fabrication, et notamment, par exemple, sur des fenêtres ou des escaliers. Et je me suis rendu compte que à part le fait d'avoir une clientèle un peu haut de gamme ou des choses comme ça, c'était pas évident d'être compétitif en prix et puis même aussi en termes de rémunération en ne faisant faisant de la fabrication traditionnelle au niveau des temps passés, etc. C'était assez long avec parfois des aléas de qualité. Et donc en 2013, j'ai choisi de passer de l'autre côté de la force et d'investir un centre d'usinage numérique. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas mal échangé avec des collègues et tout ça. Et aujourd'hui, j'aime bien parler de ma combinée à commande numérique parce que c'est vraiment un couteau suisse. J'ai investi sur une commande numérique 5 axes et qui, au-delà des possibilités de réaliser des assemblages ou des usinages compliqués,
m'a notamment permis de rentabiliser les fabrications notamment de fenêtres et de portes. Alors, je ne suis pas aussi compétitif que des industriels qui ont toute une chaîne de production, mais j'arrive à des temps de fabrication qui me permettent d'être non plus, d'être sur des prix de vente, on va dire, corrects et explicables par le fait qu'on garde quand même une personnalisation importante de nos travaux. Et c'est pour ça que viennent nous voir les clients, parce que justement, ils ne veulent pas forcément avoir des réalisations telles qu'on peut trouver dans des productions industrielles, quoi. Alors, c'est ça que je trouve intéressant dans votre approche, c'est que il y a deux mots qui sont forts, c'est fabrication et création, en fait. Parce que vous avez gardé l'âme de l'ouvrier menuisier, en fait, hein, votre philosophie, c'est je fabrique ce que je pose, en fait, hein. Je conserve ma capacité de créer, à créer, du moins. Et donc ça, c'est grâce à l'outil numérique que vous avez pu rester, du coup, fidèle à cette philosophie. Parce que, comment on l'explique ça? Disons, ça y contribue fortement parce que moi, quand on me demande de définir mon métier, on a vu beaucoup de métiers par les évolutions techniques et tout ça disparaître ou évoluer à un point où finalement la création de l'artisan disparaît complètement ou le métier disparaît complètement, hein. Aujourd'hui, finalement, vous voyez bien plein de camionnettes de menuisiers qui ne font que de l'installation. Dire, c'est pas que c'est pas un métier, parce qu'il faut aussi des connaissances de chantier, etc. Mais c'est des compétences qui restent dans un cadre assez circonscrit. Et la jeunesse de notre métier, voilà, c'est quand même de transformer le bois. Et donc, moi, c'était de garder le métier. Et ce que je disais aussi l'autre jour, là, quand on a préparé l'intervention, et avoir un métier, c'est aussi en vivre, surtout parce qu'après, créer des choses, fabriquer des choses, etc., dans un cadre de loisirs, de création, de processus artistiques ou des choses comme ça. On compte pas son temps, c'est pas grave. Il y a un côté plaisir, un côté créatif qui est très intéressant. Mais par contre, quand il s'agit tout simplement de rapporter un salaire à la maison tous les mois, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi un souci. Et je ne me cache pas que pendant un certain nombre d'années, je me suis pris on va dire un gros SMIC, mais c'est tout au début de la création d'entreprise. Donc, au bout d'un moment, finalement, comme dirait l'autre, je n'ai pas fait 10 ans de trimar pour ça, quoi. On parle du Tour de France. Et cet outil numérique n'entrave pas la qualité du travail. Au contraire, c'est pas parce qu'on n'a pas les mains directement dedans qu'on fait un travail de moins bonne qualité. Ah non, non, ça n'a rien à voir. C'est même pour certaines phases de travail, notamment, ça apporte une qualité d'usinage, notamment. Bon, c'est un peu technique ce que je vais parler, mais notamment par rapport à tout ce qui est calibrage et ferrage des portes, hein, ou des fenêtres, de tout ce qui est l'installation des quincailleries, les pommelles, hein, les serrures, etc. On a des qualités de finition à ce niveau-là qui sont super, quoi, hein. Après, on a aussi adapté. Tout ne passe pas par le numérique, mais il y a certaines phases où on apporte clairement une qualité de finition dont les gens, aujourd'hui, les gens en plus sont habitués, même quand on va acheter une porte dans la grande distribution de bricolage, les finitions industrielles sont très propres, sont très nettes. Et aujourd'hui, des fois, en artisanat, avec de l'outillage traditionnel, on a du mal à avoir cette qualité de finition que finalement les clients attendent, hein. Et donc, et vous arrivez à capitaliser sur un savoir-faire particulier en la matière? oui, parce que en fait, au fur et à mesure qu'on réalise au début, bon, ce qui est un petit peu fastidieux avec les commandes numériques, c'est que on part de zéro, donc il faut créer des programmes, par exemple pour des fenêtres, hein, on a des montants, des traverses, des petits bois, des parties dormantes, des parties ouvrantes, donc il y a de multiples parties qui sont constitutives, par exemple, d'une fenêtre. Donc, au début, il faut faire des programmes pour chaque typologie de pièces, mais après, les programmes, même c'est les programmes basiques, hein, qui sont vendus avec la machine. Il y a des paramètres, on peut introduire des paramètres, par exemple la longueur de la traverse, hein, pour faire court. Une traverse de fenêtre, elle a toujours la même forme et les mêmes usinages, c'est simplement sa largeur, sa longueur qui change. Qui change d'une fenêtre à l'autre. Donc, ça, c'est les personnalisations qu'on peut y apporter. Mais le processus de fabrication est toujours le même, ce qui fait que quand on a passé le temps à faire le programme une fois et qu'il est affiné au fur et à mesure un petit peu des usinages,
on capitalise ce temps. Et aujourd'hui, je veux faire 2 traverses de fenêtre, mes programmes sont faits, j'ai plus aucun réglage. Je peux fabriquer une fenêtre pratiquement du tac au tac, sans aucune pratiquement, comment on appelle ça, logistique derrière, quoi. C'est assez simple après. Donc, ce que vous décrivez là, c'est vraiment une logique de reproductibilité, une logique industrielle, hein, de production en grande quantité. Quand on a préparé, excusez-moi, vous m'avez évoqué un certain nombre de vos confrères qui n'adhéraient pas autant que vous à ou du moins avaient un enthousiasme moins marqué, on va dire, pour l'outil numérique, se détachant de la matière. Quel message vous pourriez justement passer par rapport à cette posture? Pour moi, c'est une question de point de vue, hein. On a un philosophe parmi nous. Si on peut à chaque fois prendre les choses selon l'angle selon lequel on les regarde ou l'appréhension qu'on a des choses, c'est là que la question se pose. Parce que de toute façon, pour travailler la matière, il faut un outil. Donc, les premiers hommes ont commencé à travailler la matière avec des haches en pierre. Eux, ils avaient un rapport très proche avec la matière, hein. Ils étaient vraiment au cœur de la difficulté de transformer la matière en un objet avec une fonctionnalité, etc. Ensuite, l'outillage s'est amélioré. Alors, effectivement, il y a eu sans doute un âge d'or de l'artisanat avec le travail manuel. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on imagine toujours le menuisier ou le petit artisan dans son atelier avec la bougie qui éclaire. Là, alors il y a les oiseaux qui chantent et on travaille à la main. Sauf que, par exemple, au XVIIIe siècle, on a des traités de menuiserie et tout ça, où on sait très bien qu'il y avait aussi, par exemple, dans les grandes villes, à Paris ou des choses comme ça, il y avait déjà un processus d'industrialisation sur certaines phases de travail, même à travail à la main, hein, pour faire des tenons ou des mortaises. Il y avait des ouvriers qui ne faisaient que des tenons toute la journée. Il y avait des traceurs. Enfin, il y avait déjà une compartimentation du travail. Ensuite, sont arrivées les machines mécaniques traditionnelles, qui ont évolué de la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e, en gros, et qui sont toujours utilisées, qui ont toujours la même typologie avec surtout des organes de sécurité différents. Mais c'est les machines actuelles, traditionnelles qu'on utilise, on les utilise de la même manière grosso modo, hein, avec le même process qu'on l'utilisait il y a 100 ans, dans les années 20. Alors, c'est vrai que ça, disons que là c'est souvent la force de l'ouvrier. En fait, il y a le côté, le rapport qu'on a avec la matière. Moi, personnellement, je trouve que là, on l'a surtout d'un point de vue, on va dire, de la force qu'on a pour manipuler les pièces, pour les mettre sur la machine. Et ensuite, c'est quand même la machine qui travaille. C'est déjà plus la main de l'ouvrier qui façonne la pièce depuis plus de 100 ans. Après, c'est vrai qu'on va sentir, par exemple, sur des machines comme des tenonneuses ou des mortaiseuses, on va bien sentir qu'il y a des bois plus durs, des bois plus tendres. On a une sensibilité quand même encore de la main sur ces choses-là, mais qui justement, du coup, donne un rapport avec la matière. Et sur la commande numérique, c'est vrai qu'on a pratiquement plus ce rapport-là directement physique avec la matière. Pour faire simple, ce n'est pas la première fois qu'il y a un nouvel outil qui arrive et le numérique est un outil comme un autre, en fait. Exactement. Et cet outil ne nous dédouane pas de la connaissance et de la maîtrise parfaite du geste de base. Non, et surtout de ce qui fait le fondement du métier, c'est-à-dire la connaissance du matériau. Parce que après, souvent, la réflexion qu'on peut avoir avec des gens qui ne connaissent pas ça, c'est « Oh bah oui, avec cette machine-là, bientôt, il n'y a plus rien à faire, il y a juste qu'à s'asseoir sur une chaise et appuyer sur un bouton et puis ça marche tout seul. » Alors que c'est quand même loin d'être c'est loin d'être la réalité. Hein, Et puis pour faire ça, il faut avoir construit la chaise avant. Donc, il a bien fallu savoir la construire. Ouais, moi, pour l'acheter chez Ikea. Merci beaucoup, Philippe. Avant de passer la parole à un autre Philippe, je voulais accueillir Emmanuel Roux qui s'est connecté avec difficulté. Je suis navré de ces problèmes de connexion. Donc, Emmanuel, vous êtes présidente du Chaudron, c'est une association, hein, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et puis, vous êtes membre du Conseil national des tiers-lieux. Vous interviendrez en fin de webinaire sur le sujet. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Donc, Philippe Simet, par rapport aux propos de Philippe Hamon, qu'est-ce que ça t'inspire en tant que philosophe, toi?
Bah, c'est très intéressant parce qu'on entend toute l'ambivalence de notre rapport aux objets techniques et plus spécifiquement aux machines, qui sont toujours finalement dans notre imaginaire du côté de l'aide et de l'obstacle. On voit bien comment la machine est apparue à un moment comme, par exemple, diminuant la pénibilité du travail, mais comme elle a été mise au service d'un accroissement de la production et pas d'une meilleure qualité de vie des ouvriers, très vite, elle s'est retournée contre eux. Alors, Philippe Dresto, tu disais tout à l'heure, oui, l'outil, par exemple, informatique ou numérique ne nous dédommage pas de la connaissance du geste de base. Mais précisément, ce qui pose problème à beaucoup de personnes, c'est que ce n'est pas la technique en elle-même, parce que la technique, on peut l'incorporer. Comme je suis un karatéka, j'incorpore des techniques. Ce sont les machines qui externalisent finalement les savoirs et les savoir-faire et qui font in fine que justement je ne les connais plus. Donc comment, et c'est ce que disait Philippe Hamon au tout début de son intervention, comment rester maître des processus de production, que l'outil soit le prolongement direct de la main ou qu'il soit plus complexe, comme c'est le cas de l'outil informatique. Merci Philippe. Je rappelle à l'ensemble de nos auditeurs qu'ils peuvent poser toutes leurs questions sur l'onglet Q et R en bas de leur écran et on traitera les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent en fonction des sujets que vous allez voir. Merci aux deux Philippe pour cette mise en jambe. Alors la mise en jambe, elle continue, elle va s'accélérer avec Giuseppe, donc designer, architecte et professeur. On est complètement dans le chantier. Je sais que vous avez amené Giuseppe avec vous une grosse valise de photos, de réalisations et de plein de belles choses que vous allez pouvoir nous faire partager. Moi, ce qui m'importe dans un premier temps, c'est que vous nous expliquiez comment, dans votre quotidien, vous avez compris ou vous voyez matérialiser que la posture de l'architecte avait changé. En quoi cette posture a changé? Comment vous décririez l'architecte aujourd'hui à l'aune de cet outil numérique? Oui, alors, bon après-midi à tout le monde. Vous allez m'excuser pour mon français qui ne serait pas parfait pour le niveau de discussion que vous nous Ça nous allons fait du faire soleil, c'est parfait. aujourd'hui. Donc, moi, je vous remercie justement pour l'invitation et je remercie l'association ouvrière de compagnonnage du Tour de France. Et moi, j'aimerais bien dire qu'exactement, ça fait 20 ans, on a fait avec les compagnons un webinaire, c'était pas un webinaire, c'était une conférence en présence où le sujet c'était l'avenir de la pierre. Moi, notamment, j'ai un rapport très, très fort avec l'association du compagnonnage du Tour de France. On a siglé les premiers rapports de relations dans l'année 1999. Donc, quel c'était au début l'intérêt de faire la collaboration avec nous? C'était rester dans l'esprit ça tombe parfaitement dans le titre de notre webinaire, le rapport entre la main et le numérique. Donc, nous, aujourd'hui, en tant qu'architecte, on peut assister à un changement global. Qu'est-ce que c'est ce changement? L'architecte, il se transforme en artisan et l'artisan se transforme en architecte, grosso modo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que nous, pour comprendre mieux notre métier, on va vers la construction, la fabrication, et au contraire, les artisans, pour être plus, comment dire, fidèles du propre travail, ils vont vers l'architecture et ils vont vers la théorie. Donc, nous, on a commencé à parler du rapport entre le numérique et la main quand on a commencé à étudier la stéréotomie. Donc, notre sujet, c'était la stéréotomie. Donc, pour rendre plus facile l'opération de construction, c'était nécessairement obligatoire de passer à des instruments pour simplifier, pour accélérer la connaissance de la discipline stéréotomique, qui sinon, c'était relié seulement dans le monde du métier et pas ouvert à toute la société. Donc, ça, c'était au début de la relation entre le numérique et l'artisanat, la main. Donc, moi, si vous me permettez, j'ai préparé un PowerPoint
donc avec des images, pour vous faire voir des images, après échanger des idées, des raisonnements. Donc, alors, voilà. Vous voyez mon écran? Non. Oh, voilà. Ça y est, c'est en train, c'est bon. Ok, parfait, merci. Alors, donc les arguments qui m'ont sollicité aujourd'hui, c'était justement les trois sujets. Donc, c'était le webinaire, c'était aujourd'hui, c'est un sujet multimétier. Donc, dans le multimétier, on met ensemble les architectes, les ouvriers, les techniciens, les roboticiens, etc. Les aménagements durables et l'intérieur des bâtiments. Donc, par rapport à ces trois sujets, j'ai préparé ma présentation que je vous partage. Donc, le sujet, c'est ArchiSign, la main et le numérique. Qu'est-ce que c'est ArchiSign? ArchiSign, c'est un mélange entre architecture et design. Donc, les architectes, ils deviennent plutôt designers. Et le mélange, c'est entre les ouvriers, les constructeurs et la théorie. Donc, si on aborde le sujet de la main et le numérique, on pourrait, je voudrais vous lire quelques phrases pour le commenter. La main, c'est la pratique. La main, c'est l'artisanat. C'est tout ce qu'on a dans le savoir-faire du métier. Le numérique, qu'est-ce que c'est? C'est la mathématique, quoi. Donc, il y a une sorte de relation qu'on pourrait presque pas mettre ensemble, mais c'est comme ça aujourd'hui, entre la main et l'abstraction, la pratique et la théorie. Donc, ça nous rapporte à le dialogue entre Girard Desargues et Courabelle, le praticien et le théoricien. Et la géométrie, c'est plutôt relié historiquement à la main, à l'artisanat. Et la mathématique, c'était plus relié à le monde numérique de la partie théorique. Et donc, dans l'histoire, on a une sorte de ballet, moi j'aime bien dire le ballet entre la géométrie et les mathématiques. Et si on voit, et après ça c'est la dernière slide avec des écritures, après je voudrais bien vous faire voir des projets, si on voit trois moments de l'évolution de la géométrie, donc tout ce qui c'était la construction, on peut voir dans l'Antiquité la géométrie euclidienne, donc dans la mathématique de la Grèce antique, où tout ce qui c'était géométrique, c'était la probabilité des lieux géométriques, donc la construisibilité des choses. Après, on a un autre type de géométrie, la géométrie non euclidienne, donc topologique, où c'était la partie de la mathématique qui l'a gagné dans le ballet avec la géométrie. Et aujourd'hui, on se trouve en face de tous les mécanismes d'algorithmes mathématiques pour créer et construire la forme. Donc, sur ces trois types de sujets, vraiment, on peut écrire l'histoire de l'évolution de la construction entre la géométrie et la mathématique. Parce que la mathématique, c'est un peu plus distante dans la construction géométrique. C'est une évolution théorique qui nous amène dans des autres domaines de forme. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Où nous amène ça? Il nous amène à voir que si on prend la vie de l'architecte au XVIIe siècle, décrit en français, Nicolas II Larmessin, la vie de l'architecte, c'était quelque chose comme ça. L'architecte s'était habillé de forme euclidienne et avec des instruments de construction euclidiennes. Donc, tous les instruments techniques de la construction. Si on veut jouer avec ça et on veut amener à ce que le numérique il a nous amené, on peut voir une transformation de la vie et le costume de l'architecte qui ça reste toujours quelqu'un qui parle des formes, mais avec des instruments différents. Des instruments qui ne sont pas plus la règle ou le compas, mais qui sont bien sûr la réalité augmentée, c'est la robotique, c'est la CAO, c'est la transformation des instruments. Donc, la vie de l'architecte, c'est intéressant de voir comment ça reste toujours le même, mais avec une transformation des instruments de la théorie tout à fait nouveau. Pour dire ça, où nous amène tout ce type de raisonnement? Il nous amène à dire qu'il y a une nouvelle phase de l'humanité où l'humanité, donc la partie pratique,
il se reliait en manière très forte avec la mécanisation, la numérisation et la robotique. Et ça, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre ensemble le côté de la fabrication. Donc, à la gauche de cette image-là, il y a un constructeur, un marbrier, quelqu'un qui travaille avec la pierre, un praticien, et moi, et on a travaillé ensemble pour créer des formes numériques et géométriques innovantes par rapport à la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut aborder toute une nouvelle manière, un monde nouveau de formes, de construction, de formes de mobilier, si on veut, parce qu'aujourd'hui on parle de mobilier, mais avec des techniques tout à fait différentes. Et si on va sur le terrain, là, par rapport à tous ces concepts que vous venez de, et c'est très riche, hein, mais que vous venez d'attaquer, sur le terrain, l'outil numérique, il prend plusieurs formes, réalité virtuelle, commande numérique. Vous m'avez parlé de plein de techniques digitales quand on a traversé ça. Est-ce que vous avez des projets à nous montrer de ce qu'on peut faire justement avec ces outils numériques pour travailler une logique de construction intérieure durable? C'est ça, ça c'est super. Ça va. Alors, dans la logique d'une évolution géométrique et mathématique, bien sûr qu'on peut aborder toutes sortes de lieux géométriques nouveaux qui c'est très, très difficile, presque impossible de faire à la main. Notamment, il y a la géométrie topologique, la bande de Möbius, qu'on peut aborder avec l'intuition mentale, parce qu'on a l'intuition qui ça peut arriver beaucoup plus vite par rapport à les logiciels. Donc, la main qui descend en bas et toutes sortes d'instruments numériques pour aborder des questions techniques de structure, de réalisation, de matérialisation. Donc, ça, c'est un exemple de banc mélangé entre la logique manuelle et la logique numérique. Et la logique numérique, c'est dans la conception et la modélisation des formes, la modélisation des processus de construction et la modélisation aussi des techniques de construction par rapport à les différents matériaux qu'on va utiliser. Ici, c'est un mélange entre le passé et le futur. Il y a la pierre, en pierre calcaire de la Sicile avec de la fibre de carbone. Mais pour faire ça, il a fallu utiliser forcément des logiciels pour la modélisation structurelle, pour comprendre où c'est plus obligatoire, comme c'est plus important de mettre de la fibre, et aussi comprendre comment réaliser, avec quelle sorte de machine à contrôle numérique on peut utiliser pour réaliser ce sorte de banc, et quel type de technique, par exemple, utiliser pour relier en manière structurelle la fibre de carbone avec la pierre. Donc ici, vous voyez en multi-matière, multi-utilisation de techniques, le sous-vide pneumatique pour l'application de la fibre de carbone à la pierre. Vous avez la possibilité de voir ici dans les images les phases de construction pour aborder un objet final qui c'est un mobilier, c'est un objet de design pour les intérieurs des bâtiments, que c'est tout à fait nouveau, mais qui utilise des techniques anciennes et des matériaux anciens. Donc, et pour réaliser ça, c'est presque impossible de détacher la main de la partie numérique. Ici, vous voyez certaines photos d'exposition et les transformations topologiques de ce type d'objet, c'est à la base de ce type d'organisation. La topologie nous a appris, donc la mathématique moderne, qu'on peut transformer pour des formations certains objets, et ce type de chaise longue, c'est en déformation de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le banc, ça transforme, et la transformation, ça produit des nouveaux objets, et les nouveaux objets, ce sont des parties de transformation de la même famille de formes. Mais on peut aussi changer du matériel, donc on peut réaliser des variations en bois, par exemple, et avec des variations sur l'application, l'utilisation des casquettes de réalité virtuelle
en utilisant la même logique de déformation topologique des formes de base, qui à la main, c'est presque impossible à réaliser, mais à niveau conceptuel, on peut aborder le sujet. Donc, on peut transformer et faire un autre type de travail sur le bois avec des machines à contrôle numérique, par exemple, seulement à 3 axes par rapport à les 5 axes de l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, pour faire des réalisations de chaiselons, par exemple, en bois, qui présentent des formes de continuité géométrique qui viennent dans les déformations topologiques de la bande de Mobius. Donc, on peut transformer les formes, on peut transformer les matériaux. Et bien sûr que ça, c'est une évolution de quelque chose qui s'est né par rapport à l'utilisation du numérique. Donc, si on n'a pas l'idée d'aborder le numérique jusqu'à le fait d'avoir les nouveaux capacités formelles, on peut seulement rester dans une critique stérile, une critique qui n'amène rien de tout. Ici, c'est un autre exemple, c'est un pont réalisé dans les années 60 dans l'Italie du Sud, dans le grand maestro Musmeci, où les formes topologiques, les surfaces minimales de l'ingénierie structurelle, c'était abordé pas avec le contrôle numérique, pas avec une solution numérique, mais analogique physique, donc à travers des modèles, à travers des maquettes. Mais aujourd'hui, on peut prendre ce type de géométrie, le transformer en digital, et on peut aussi s'inspirer pour les mobiliers d'intérieur à des techniques de transformation de l'imaginaire structurel des ponts pour créer, par exemple, des autres types d'objets. Et donc, Giuseppe, sur l'image du pont, justement, il y a une question qui arrive, et alors elle n'est pas liée au pont, hein, mais qui colle bien avec, et on se pose la question, est-ce que le numérique, justement, permet, en traitant un certain nombre de points singuliers, d'avoir une construction plus performante sur l'image d'un pont, par exemple. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Alors, moi, je pense que le numérique, c'est partie de l'évolution humaine. Donc, quand Musmeci il a fait le calcul du pont, il a utilisé son savoir-faire qui, dans son période, c'était vraiment au top de l'ingénierie mondiale. Mais si lui, il pouvait utiliser la numérique pour accélérer les processus de calcul, bien sûr que la forme, ça pouvait être encore plus performant. Donc, les épaisseurs, l'optimisation de la matière et l'optimisation de la technique d'utilisation des matériaux, ça pouvait être plus performant. Donc, le numérique, ce n'est pas quelque chose de différent dans l'humanité, c'est une évolution humaine. Donc, par exemple, si on découpe ici le pont, on a des situations structurelles qui sont différentes dans la compression, dans la seule compression des éléments. Donc, il faut avoir de la tension. Et comment on fait à calculer la tension à niveau optimal et performant dans le point de vue esthétique et du design si on n'aborde pas les questions numériques? Donc, la numérique, c'est une expansion, c'est une partie augmentée du cerveau humain qui ne peut pas exister sans la main de l'homme, bien sûr. Et donc, j'espère d'avoir répondu à la question. Et si on rend la question des surfaces minimales du pont de Musmeci encore plus performante, ici, vous voyez le même pont, en tranche du pont, optimisé et à travers un exercice qu'ils ont fait des étudiants du César chez nous à Bari, donc des compagnons ébénistes, qui ont utilisé tous les processus numériques pour optimiser la réalisation d'une tranche de pont avec du bois, ça c'est du bois plié, segmenté, subdivisé, avec des géométries qui l'ont bien définies a priori. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que bien sûr qu'il y a des formes et des conditions de compréhension de techniques de construction. Si on n'aborde pas le numérique, c'est impossible de le faire à la main. Ce sont des formes tout à fait impossibles. Et donc, ça, c'est un côté qui ne nous sert pas pour dire qu'on est très fort à faire des formes, mais qu'on est très fort
à comprendre la possibilité, l'investigation et la recherche les formes géométriques qui l'ont. Alors justement, sur ce point particulier, pour votre dernière minute d'intervention, moi j'aurais aimé que vous nous parliez justement de l'interprétation du design qu'on peut avoir au travers de cet outil numérique. Oui, bien sûr, on peut avoir une accélération du design. Par exemple, dans le passé, on a abordé les formes complexes avec des solutions analogues, avec des savons, des liquides pour créer les formes. Mais aujourd'hui, on peut utiliser le numérique, par exemple, pour faire des expériences de réalisation d'objets, de design qui sont à la moitié architecture et design. Ici, on a un exemple qu'on a réalisé avec le bureau de Zadi de Londres, avec une expérimentation en pierre en forme complexe, de surface minimale, qui transforme un abri et un banc dans une seule conformation de design. Donc, on a dans une seule design, dans une seule trait géométrique, l'union, la mise ensemble de la statique, la structure, la fonction et le travail de la découpe de la pierre, parce que ça, c'est un exemple de découpe de pierre au CNC. La pierre, il vient de la nature, donc la durabilité de la matière, c'est tout à l'intérieur de la logique naturelle. Et à travers ce type d'expérience, par exemple, on a mis au point des autres expériences de design, toujours avec le bureau de Zaadid. Ici, il y a Patrick Schumacher, c'est le principal de Zaadid. Et on a, par exemple, abordé la transformation et l'interprétation des formes traditionnelles. Par exemple, une chaise très connue, la Wegener Shell Chair, en pierre, et faite en pierre et fibre de carbone. Donc, la technique de mélange de solutions de construction, il nous amène vers un design nouveau qui tient ensemble le passé, les matériaux de la tradition avec l'innovation. Ça, l'appel à chair, c'est une des dernières solutions qu'on a réalisées et c'est exposé dans le bureau de Zadid à New York. Mais on peut aussi utiliser des autres types de techniques de construction avec du métal qui mettent ensemble la géométrie des paraboloïdes de révolution, la géométrie complexe, pour réaliser avec du fer des tables, par exemple. Donc, utiliser la géométrie, utiliser les matériaux de la tradition, la pierre pour la partie supérieure de la table, avec des barres métalliques rectilignes, des règles qui sont pratiquement montées en façon robotisée. Donc, la robotique, ça rentre aussi pour la réalisation du design, mais à travers une rationalisation qui la main de l'homme, de l'artisanat, il est capable de faire. Ou on peut toujours jouer avec l'ironie de la fabrication, par exemple réaliser à travers des pliages de fer, on peut réaliser des chaises ironiques qui simplifient l'expérience de la langue et la possibilité de s'asseoir sur simplissement uniquement dans un repliage de matériaux, de plaques métalliques. Et la plaque métallique, c'est comment dire, dessinée et conçue uniquement à travers des instruments informatiques. Giuseppe, moi je vous propose de terminer ce beau voyage sur cette image de la langue. Je trouve que vous nous avez fait voyager avec l'image et justement avec la langue. Donc merci beaucoup pour toutes ces images, tous ces chantiers. Je me tourne vers toi, Philippe. Quand tu vois ça, quand tu vois la passion qui a été apportée par un architecte, un designer, l'intégration de cet outil dans toutes ces réalisations concrètes, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, des réflexions partagées. D'un côté, je trouve ça tout à fait juste de rappeler finalement que les êtres humains sont des êtres prothésiques.
on a toujours besoin de prothèses qui sont des extensions de nous-mêmes, et c'est le cas de tous les objets. De tous les objets techniques. Donc, en ce sens, comme le disait Giuseppe, l'outil informatique vient prolonger à la fois le cerveau et la main de l'homme, à ceci près qu'à un moment donné, l'outil informatique a des capacités computationnelles, il est capable de penser des choses qui vont outrepasser les limites du cerveau humain, les capacités cognitives du cerveau humain. Et les objets techniques ou les machines vont être capables de réaliser des choses que ne peuvent pas faire la main humaine. Et alors, pourquoi pas? Ça ne pose pas de problème en soi si on rappelle que, bien évidemment, tout n'est pas que création de forme, mais que nous sommes aussi engagés dans une réflexion sur la matière et sur la façon dont la matière donne sa forme à la forme. Voilà, les matières ne sont pas passives, elles jouent un rôle actif dans la production des formes. Mais sur la question de la main, puisque c'est le thème quand même qui nous réunit, le philosophe Gaston Bachelard dit la matière, c'est notre miroir énergétique, c'est dans la confrontation humaine à la matière qu'on se comprend aussi soi-même et qu'on comprend quelque chose du monde. Donc, oui, d'un côté, ces outils numériques sont très intéressants pour produire une topologie très complexe, mais d'un autre côté, pour moi, il y a aussi une perte d'épaisseur de l'expérience du monde parce que la confrontation physique à la matière n'a pas lieu. Et ça reste un point très important, ce qui explique aussi pourquoi ce thème-là de la main a fait un si grand retour. L'éloge du carburateur de Matthew Crawford qui dit que c'est plus intéressant d'aller réparer des moteurs de moto soi-même à la main que de travailler dans une très grande entreprise où on comprend plus ce qu'on fait. Richard Sennett qui a écrit Ce que fait la main, qui est un éloge de l'artisanat. Voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même travaillé par ces questions-là aujourd'hui. Merci Philippe. Et la transition avec Emmanuel va être très simple, c'est parfait, on se croirait chez Drucker, puisque tu parlais de main et de cerveau, et quand on a préparé avec Emmanuel, elle me parlait de bits et d'atomes, et justement de comment on les faisait fusionner. Et quand j'ai entendu la main et le cerveau, ça m'a tout de suite ramené à ça. Du coup, Emmanuel, justement, quel lien on fait aujourd'hui entre ces bits numériques et ces atomes physiques? Oui, merci beaucoup et bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, effectivement, moi, je me suis intéressée à ces sujets qui peuvent paraître loin du mien à la base depuis maintenant une dizaine d'années, puisque je suis pionnier de ce qu'on appelle le mouvement des Fab Labs et le mouvement Maker en France. J'ai ouvert un très grand nombre de lieux d'innovation. Donc, un Fab Lab, c'est un espace dans lequel on crée d'abord du lien social et de la créativité en mettant à disposition de tous des outils de production. Et particulièrement, alors ça va de l'établi et du marteau à l'imprimante 3D, la découpe laser, la brodeuse numérique, les kits Arduino pour faire des objets connectés, etc., etc., etc. La liste pourrait être très, très longue. Mais l'élément essentiel d'un lab, c'est quand même le frigo et le micro-ondes, la machine à café. C'est là où on va échanger, partager, discuter, mettre en commun, confronter, apprendre, explorer, expérimenter. Donc, en fait, l'univers des Fab Labs s'est créé par Neil Gershenfeld au MIT il y a maintenant une vingtaine d'années sur cette notion de bits and atoms. C'est d'un constat que dans le monde, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait les brick and mortar d'un côté et le service de l'autre. Il y avait des gens qui faisaient de la matière, il y avait des gens qui faisaient du service. On nous expliquait qu'on était du second secteur ou du troisième secteur. Vous savez, à l'école, on a appris un truc d'un genre. On était de l'un ou de l'autre. Et qu'en fait, depuis l'arrivée du numérique, le numérique lui-même produit une forme de matière, on va y revenir, qui est la data, et en l'occurrence que mon fichier, mes bits, deviennent des atomes. Quand je prends un fichier, que je l'envoie dans une imprimante 3D, je crée des atomes. Quand à l'inverse, mes atomes, la belle table que j'ai ici, ou les magnifiques bancs que vous réalisez, je peux probablement les augmenter pour devenir une surface tactile, pour devenir un objet connecté,
pour pouvoir lui-même garder une trace de ce qu'il s'est passé autour de lui, pour pouvoir avoir un récit autour de lui qui est un récit numérique. Je peux imaginer la table d'un restaurant dans laquelle je peux facilement cliquer sur la table et passer une commande. On commence à le faire avec des QR codes. Je ne sais pas si vous voyez, on commence à avoir ce rapprochement entre l'objet physique et l'objet numérique. Donc, voilà. Donc c'est ça cette question, hein, c'est qu'on a fini l'époque pour moi où il fallait soit faire l'un, soit faire l'autre, et c'est comment des gens qui, comme moi, viennent complètement du web. Moi, je suis bonne avec un clavier à la base, j'utilise la main, mais sur un clavier, vraiment. Comment les gens qui viennent du web comme moi doivent apprendre à aller travailler avec la matière, et de l'autre côté, comment les gens qui viennent vraiment de la matière doivent comprendre qu'il y a une nouvelle forme de matière qui arrive, que cette matière numérique, elle est là, qu'elle doit être façonnée, qu'elle doit être sculptée, qu'elle doit être intégrée, qu'elle doit être choisie, qu'elle doit être sélectionnée, et que donc elle vient venir augmenter les réalisations physiques. Donc le numérique, c'est une nouvelle matière qui apparaît au XXIe siècle. Il y a une autre matière dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est le micro-ondes et la cafetière. Quand on parle Fab Lab, on parle beaucoup de travail collaboratif. Quand on a préparé, vous disiez même que le numérique était un socle de citoyenneté. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce concept? Oui, bah, très, très fortement. On vit une drôle d'époque, on vit comme une drôle d'époque en ce moment, dans laquelle, en fait, nous, ici, autour de cette table, nous sommes issus d'une vision de la République qui dit que tous les citoyens doivent savoir lire et écrire. Et qu'on doit être capable de comprendre les textes, qu'on doit être capable de débattre, qu'on doit être capable d'en échanger, qu'on doit être capable de les lire, qu'on doit être capable de manipuler des concepts. Or, depuis 20 ans, maintenant, même plus de 20 ans, puisque moi, ça fait 34 ans exactement que je cohabite avec un ordinateur. Donc, depuis une trentaine d'années, le monde devient numérique. Et le monde devient en partie numérique, pas complètement, mais en partie numérique. Il y a des concepts clés du monde qui sont digitaux. On ne peut pas penser devenir l'acteur clé de sa filière si on ne sait pas ce que veut dire ouvrir son système d'information avec des API. On ne peut pas penser objet connecté si on ne sait pas ce que veut dire être connecté. Et donc, je vais vous donner qu'un seul exemple. J'étais chez Decathlon, j'ai fait une très, très belle mission avec le chaudron chez Decathlon, qui est une très belle entreprise française, où le patron du vélo me disait, depuis que le vélo devient… C'était le patron du vélo, c'est celui qui savait faire les meilleurs vélos chez Decathlon, quoi. Il m'a dit, depuis que le vélo devient un objet connecté, je ne peux plus faire mon métier. Parce que je ne comprends rien à l'IT, donc je ne peux plus penser le vélo de demain. Et donc, je suis intimement convaincue qu'on a un enjeu très, très fort d'apprendre aux gens à lire et écrire le numérique pour être capable de participer de la construction du monde. Et que donc, c'est une nouvelle couche de citoyenneté que de pouvoir débattre des enjeux en ce moment, de traçabilité de la population, des enjeux en ce moment d'éducation au numérique, des enjeux en ce moment du rôle, évidemment, du numérique dans le bâtiment. Est-ce que demain, je suis prête dans mon habitat à avoir des capteurs ou pas, pour faire quoi, jusqu'où, comment? Et tous ces sujets-là sont des sujets politiques au sens noble du terme, hein, de construire la cité ensemble, de quel vivre ensemble nous voulons demain. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait de penser que c'est réservé à une techno-élite. Et donc, on est en train de recréer les moines du XVIe siècle, de nous dire, nous, population, nous n'avons pas besoin d'y comprendre un truc. Allez voir les techno-élites, ils maîtrisent les codes secrets. Et globalement, ils vous font des belles interfaces avec des belles images. Vous avez le droit de les utiliser. Eh bien, moi, je pars du principe que j'ai envie d'une république dans laquelle nous restons des citoyens et dans laquelle nous sommes toujours capables de participer du débat démocratique. Donc là, il y a une question qui a été posée dans le chat et qui reprend exactement ça. Comment vulgariser le numérique alors qu'on le rencontre si peu dans la construction? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des abbayes monastiques du numérique qui maîtrisent la science et qui nous laissent dans l'obscurantisme? Eh bien, il faut vulgariser. C'est accessible à tout le monde. Déjà, il faut dire que que ce n'est pas compliqué. Il faut arrêter. C'est pas compliqué, c'est pas complexe. Que oui, ça demande à bosser, mais comme dialoguer avec un DAF, un comptable ou avec un maçon ou avec un menuisier, je peux dire que moi, quand je parle avec les gens de vos métiers, j'y comprends rien non plus et c'est pas grave. Vous auriez pu aussi dire architecte et philosophe, ça aurait fait le tour de la table. Pareil, tout à fait. Et là, on est ravis de travailler depuis maintenant quelques années avec les compagnons, hein, on a la grande chance, le chaudron est installé dans la maison des compagnons à Nantes, et on a fait cette très belle mission ensemble, de la main aux données, hein, qui vise à distribuer la culture numérique à travers des modules de vulgarisation que vont pouvoir porter vos formateurs eux-mêmes en autonomie, hein.
à travers une mallette pédagogique qu'on transmet. Et on pense qu'il faut donner ces clés permettant à chacun de comprendre déjà qu'il y a débat. Déjà comprendre qu'en fait, ça doit faire débat, que ce n'est pas une fatalité, ça doit faire débat en fait. Et cette main aux données, d'ailleurs, on la projette même sur 15 ans dans la version 2, là, donc ça va être passionnant. Du coup, c'est des compétences, du coup, c'est des nouveaux métiers qui sont derrière tout ça? Oui, alors oui, c'est un point essentiel. D'abord, c'est la capacité de plusieurs métiers à dialoguer ensemble. C'est-à-dire comment on apprend, comment on fait en sorte que les gens du web et les gens du monde physique travaillent et dialoguent vraiment ensemble. Ça, c'est la première étape. C'est apprendre à développer un peu de culture commune. La vraie étape pour moi derrière, parce que ce n'est qu'une étape transitoire, c'est je suis persuadée qu'on est face à la naissance d'une nouvelle forme d'artisanat. Et je suis intimement convaincue que, ensemble, j'espère, nous ouvrirons une filière de makers, compagnons, parce que je pense qu'il y a une forme d'aujourd'hui que le code, on parle de craftsmanship en code, hein, de craftsmanship, shift, excusez-moi, d'artisanat code, d'artisanat numérique. Et c'est une manière de produire le numérique qui est une manière de produire et de sculpter la matière qu'est la data, qui permet elle-même de créer des nouveaux services, de créer des nouveaux objets, de s'intégrer à des objets, et que oui, ça fait partie de nouveaux métiers et que c'est passionnant parce qu'il va falloir les inventer ensemble pour le coup. Je ne sais pas si notre président vous entend, mais on lui transmettra l'idée. Et puis s'il faut partager un café, avec plaisir. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce témoignage. Philippe Simet, quand tu entends ça, j'imagine que ça te fait réagir. Je te voyais hocher de la tête. Oui, c'est des questions absolument passionnantes et fondamentales. C'est intéressant de rappeler que la culture des makers, elle trouve une de ses origines dans le mouvement Art and Craft. Et donc, au moment où William Morris, finalement, critiquait la perte des outils par les artisans jetés dans les usines et réfléchissait à un travail artisanal de type collaboratif, on se pose ces mêmes questions dans le numérique. Donc, les enjeux, ce sont des enjeux politiques. Philippe disait au tout début, il faut maîtriser le processus de production de A à Z, c'est-à-dire comprendre le travail en finalité, comprendre ce que je fais, ne pas simplement être dépossédé du fruit de mon travail, c'est ce que disait Marx, mais ne pas être dépossédé du processus de compréhension du travail. Et c'est ce qui est en jeu dans la culture des makers qui se sert de l'outil numérique. Donc, en fait, on voit bien que opposer la main et l'outil, à un moment donné, ça n'a pas de sens, mais que ce qui est en jeu, c'est la question de la maîtrise et du partage démocratique, en fait, de ce que nous pensons et ce que nous produisons. Merci à tous les quatre, en tout cas, pour ces témoignages. Avant de nous quitter, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on fasse un petit peu votre tour de piste. Si vous deviez laisser une idée à conserver de votre intervention, quelle serait-elle? On commence par vous, Emmanuel. Oui, le numérique est absolument accessible à tous. Arrêtons de penser que c'est réservé à des magiciens et approprions-le nous. Très bien. Giuseppe? Oui, qu'est-ce que je voudrais dire? Il faut changer la didactique à niveau d'école primaire, secondaire, université, à travers la logique des Fab Labs, c'est la logique que nous on a depuis de 20 ans. Donc, c'est la bonne logique pour mettre ensemble une nouvelle phase de didactique et une nouvelle manière pour faire dialoguer les hommes de métier avec les hommes on va dire, de production, donc les professionnels de l'architecture et du design de mon côté. Et donc, je pense à le numérique comme une nouvelle manière pour faire la didactique du futur. C'est tout à réinventer, mais on est dans le bon moment de le faire. Donc, je pense à ça. Merci, Giuseppe. Philippe Hamon, un mot de votre intervention et de votre expérience. Qu'est-ce qu'on retient de ce numérique et de cette main dans le numérique? Dit à peu près la même chose qu'Emmanuel, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Faut, comme dans n'importe quel apprentissage, il faut accepter de mouiller la chemise à un moment. Mais en même temps, moi, par exemple, j'ai trouvé que ça m'avait permis de retrouver aussi un intérêt dans un certain nombre de réalisations. À l'heure actuelle, il y a plein de gens qui cherchent
à changer de métier ou des choses comme ça. Je ne veux pas dire que j'ai changé de métier, mais j'ai relancé mes connaissances. J'ai dû m'intéresser, j'ai dû revoir les vecteurs, des choses comme ça que j'avais vues au lycée. Enfin bon, c'est intéressant. Ça m'a boosté personnellement. J'ai découvert des choses et j'en suis très content. Du sens et de l'intérêt, donc. Et Philippe Simet, si je te laissais les clés de la boutique pour fermer la session, tu dirais quoi? Faut pas me laisser les clés, c'est dangereux. Non, encore une fois, que la question, c'est pas de l'opposition entre la main et le numérique, mais que c'est la question de la maîtrise et du partage. Et je voudrais vous inviter à lire ce tout petit texte de Laszlo Moholy-Nagy qui s'appelle Production-Reproduction, un texte de 1922 publié dans Peinture, Photographie, Film, où Moholy dit que, en fait, il ne faut pas faire un usage reproductif des techniques, il ne faut pas se servir de la technique pour reproduire ce qui existe déjà. La photographie ne reproduit pas la peinture, le tourne-disque ne reproduit pas le son qui est joué en live par un orchestre, mais il nous invite à en faire un usage productif, c'est-à-dire rentrer dans la compréhension des phénomènes techniques pour se les approprier et peut-être les détourner de leur but simplement voilà, industriel. Donc, comment on peut se saisir des objets techniques pour en faire autre chose? Et pour générer de l'emploi, et pour générer du durable, et pour générer du sens au travail. Merci à tous pour ces témoignages, pour l'intérêt, pour les échanges. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain, le 5e, qui aura lieu le 25 juin. On avance, on avance. La thématique sera quelle économie pour l'habitat écologique, on en parlait à l'instant. Merci à nos auditeurs, merci à tous, et puis du coup, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.